4000 migrants arrivés en Guyane depuis janvier 2016, soit une augmentation de 150% depuis 2014. Ces hommes et ces femmes qui fuient la misère vivent dans des conditions difficiles. Un parti politique s'est saisi de la question aujourd'hui, le PSG, qui demande à l'État de prendre ses responsabilités. Débrayage à l'EHPAD Enmarnaba de l'hôpital de Cayenne au lendemain de l'incendie qui a coûté la vie à un résident de 69 ans. Le personnel demande plus de moyens pour assurer le quotidien et répondre aux inquiétudes des familles. Et puis, l'apprentissage du Kalinia, c'est possible. Des cours sont dispensés toute cette semaine au Musée des cultures guyanaises à Cayenne. Nous avons suivi une séance ce matin, un reportage à suivre à la fin de votre édition. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. C'est un chiffre qui a secoué le Parti socialiste guyanais. 4000 migrants entrés en Guyane depuis le début de l'année. Le parti politique a réuni ses cadres aujourd'hui et signé une motion pour demander à l'État de prendre ses responsabilités dans ce dossier. On y reviendra dans un instant, mais d'abord, on vous propose ce reportage réalisé ce matin dans un squat de Cayenne où vivent de nombreux demandeurs d'asile. Regardez. Le squat de l'AFPA, à l'entrée du centre-ville de Cayenne. Le Sangat guyanais. C'est un ancien bâtiment qui abritait un centre de formation. C'est maintenant une maison pour de nombreux demandeurs d'asile. Nous avons rencontré une trentaine d'hommes et de femmes, mais aussi des enfants en bas âge. Ils viennent du Pérou, de la Colombie ou de l'Afrique et partagent le même espoir, trouver une terre d'accueil. Ici, les conditions d'hébergement sont spartiates. Il n'y a pas d'eau courante, peu d'électricité et les conditions d'hygiène sont loin d'être acceptables pour toute vie humaine. Nous sentons que notre caméra gêne un peu, mais après quelques minutes de présence, les langues se délient. Ce jeune originaire de Guinée-Bissau parle un peu le français et accepte de répondre à nos questions. Tu vis ici depuis combien de temps? Depuis 2012, je suis ici, j'habitais ici. Combien de personnes il y a ici? Bon, il y a beaucoup de personnes ici, moi je ne sais pas combien de numéros, mais il y a beaucoup de personnes ici, il y a colombiennes, africaines, péruviennes, il y a tous ici. Bon, pour moi, je ne sais pas si je vais retourner dans mon pays parce qu'ici, ici c'est tranquille pour moi, je vis ici tranquille, il n'y a pas de problème. Tu as trouvé du travail? J'ai fait bleu, un petit peu, un jour oui, un jour non. Je ne travaille pas là tous les jours, mais... Trois enfants et maintenant ils sont à l'école. Et pour ça, je suis reconnaissante de l'aide qu'on nous donne de ce pays. Mes enfants sont les choses les plus importantes pour moi. Et c'est pour cette raison que je suis venue ici, pour leur permettre d'avancer et d'aller plus loin. Je suis réfugié politique, j'ai des problèmes dans mon pays, et c'est pour ça que je suis venu ici. Le processus pour avoir mes papiers a commencé, et ça fait longtemps que depuis, je demande mes papiers pour être réfugié politique. Dans cet océan de misère, nous voyons un peu d'espoir. Dans le visage de cette dame, elle prépare son déménagement, elle quitte le camp dès aujourd'hui. Je l'ai à Soula. Il y a Soula parce que c'est très difficile. Et c'est quoi qui est à Soula? Hein? Il y a quoi à Soula? Non, c'est les jeunes qui m'ont donné un logement, la Segui. J'ai des enfants guyanais. Oui. Et ça faisait combien de temps que vous habitez ici? 2 ans. On n'avait pas de logement, on n'a pas de logement. Oui. Pour les autres, il reste le quotidien. Des allers-retours entre le squat et la préfecture, dans l'attente d'une régularisation de leur situation et dans l'espoir de jours meilleurs. Gabriel Serville, Antoine Karam, Roland Léonde, ce sont les cadres du Parti socialiste guyanais qui ont fait part ce matin de leurs propositions sur ce dossier. Écoutez le sénateur Antoine Karam. Nous aurions préféré que ces personnes soient accueillies aux frontières, qu'elles soient encadrées et que les services de l'OFPRA, qui sont en Guadeloupe alors que c'est chez nous qu'il y a et à Mayotte qu'il y a le poids des difficultés, soient traités très rapidement pour que ces personnes ne restent pas en Guyane. Ce sont des réfugiés économiques. Lorsque sur 100% de personnes, il y a 97% de projets, plutôt de demandes rejetées, eh bien, que font et que 3% sont acceptés, les 97% de personnes dont les dossiers sont rejetés restent dans la nature, avec les conséquences que vous savez sur la scolarisation, parce qu'il n'y a pas de place dans les écoles, souvent ce sont des familles, sur les hôpitaux et les cliniques et les centres de santé, et sur tous les logements.
il n'y a pas de logement et ça suppose que les personnes cherchent à se débrouiller, rentrent dans le débrouillardisme et vont chercher à squatter des terrains, à vivre, à survivre. Et ça, sur le plan humain, ça n'est pas acceptable. La France se dit être le pays des droits de l'homme, elle n'a qu'à prendre ses responsabilités et organiser de façon physique et morale l'accueil de ces réfugiés, de ces personnes qui sont non pas réfugiés, mais demandeurs d'asile. Et le dossier des migrants, on en parle encore ce soir avec notre invité Philippe Combe. Bonsoir. Bonsoir Merci d'avoir téléspectateurs. Accepté notre invitation. Vous êtes le premier adjoint au maire de Cayenne. D'abord, une première question. Est-ce que vous avez une idée du nombre de squats de ce genre qui existent sur votre territoire? Écoutez, des squats depuis plusieurs années, on en a détruit un certain nombre, plusieurs dizaines. Et il est clair que le squat que l'on voit, que l'on a montré juste dans votre reportage, il y a de moins en moins de squats, pour répondre à votre question. Il y en a quelques-uns, il y a encore quelques foyers, mais celui-ci est un gros squat. Sur notre territoire, il y a quelques semaines, une opération avait été menée à cet endroit-là. Et j'étais présent, il se trouve qu'effectivement, toutes les personnes qui sont là étaient, entre guillemets, régulières, puisque toutes détentrices d'un document disant qu'elles étaient en attente d'un retour des services de la préfecture, car elles étaient demandeurs d'asile. Alors il est clair que la Guyane ne pourra pas continuer à accueillir de la sorte des milliers de personnes. On a eu un chiffre, 4000, il y en a d'autres qui disent que c'est 5000. Des demandeurs d'asile depuis le début de l'année. Il faudra bien à un moment donné que cela s'arrête. On peut prétendre penser à la construction peut-être de centres pour les accueillir, mais il est clair que la France, grande nation, comme le disait le sénateur Karam, grande nation, pays des droits de l'homme, et là on y souscrit totalement, doit prendre effectivement ses responsabilités à ce niveau-là, car pour le maire de Cayenne, en tout cas, cela cause aussi des problèmes au quotidien. Quand les personnes font la queue devant la Croix-Rouge, devant les services de la Poste, pendant 24 heures, 48 heures, plusieurs jours, comme on a pu le constater ces jours-ci à travers divers reportages, eh bien, il faut savoir que c'est la sérénité, la tranquillité publique sur le territoire de Cayenne qui sont dérangées, puisque les riverains nous appellent quotidiennement pour des nuisances sonores et autres nuisances, des petits larcins qui sont commis alentour, qu'on ne peut pas tout le temps attribuer à ces personnes-là, mais c'est un fait, c'est une réalité constatée. Tous les soirs, comme ce sera encore le cas ce soir, on aura souvent un appel de personnes voisines de la Croix-Rouge, de la Poste, qui nous diront « écoutez, ça suffit, je ne peux pas dormir, etc. etc. » Donc c'est un problème que nous devons régler et qui doit être réglé rapidement, car c'est vrai que les administrés sont maintenant exacerbés par ce problème. Alors, vous parlez de la tranquillité des administrés, mais on l'a vu aussi, les dures conditions de vie de ces personnes dans ces squats où il y a très peu d'hygiène, très peu de moyens pour vivre décemment. Est-ce qu'il n'y a pas une autre réponse que celle de dire on ferme les frontières? Peut-être vous parlez de la construction d'un centre, mais aussi l'ouverture de la population, la générosité. Est-ce qu'on pourrait penser à ce genre de choses? Est-ce que l'initiative de la mairie de Cayenne peut être prise dans ce sens? Écoutez, la mairie de Cayenne ne peut pas porter à elle toute seule un tel projet. Je crois que c'est à l'échelle de la Guyane que cela se passe. Et ce pays-là, de par son histoire, a montré, justement. Les Guyanais ont montré leur générosité, les Guyanais ont montré leur hospitalité. Mais à un moment donné, il faut dire stop. On ne peut pas aller plus loin. Ou alors il faut mettre des choses en place avant d'aller plus loin. La mairie ne pourra pas apporter elle seule la création d'un centre d'accueil. Ça ne relève même pas de ses prérogatives. Il faut que ce soit des décisions qui soient prises au niveau gouvernemental. On va parler à un autre dossier brûlant de l'actualité, celui du Mont Baduel que l'on a suivi cette semaine et la semaine dernière dans ce journal. On a appris hier que la préfecture et la municipalité de Cayenne devaient prendre donc cet arrêté d'expulsion. Est-ce qu'il a été pris? Un arrêté d'évacuation du Mont Baduel. Alors cet arrêté est en voie de préparation. On peut dire même qu'il est quasi rédigé. Mais vous savez, il faut faire attention à tout ce que l'on écrit. C'est un arrêté que le préfet, et là je laisserai donc le préfet s'exprimer à ce niveau-là, à ce moment-là, quand le jour viendra. On suppose que le préfet ne tardera pas à le signer, comme l'a signalé hier son directeur de cabinet lors de la réunion publique que nous avons eue avec les habitants du Mont Baduel. Vous êtes en attente de ce décret? Écoutez, les services travaillent. Alors ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que depuis plusieurs semaines, les services de la ville de Cayenne et les services de la préfecture travaillent conjointement sur ce dossier quotidiennement, car malgré tout ce qu'on peut dire, malgré tout ce qu'on peut entendre, Marie-Laure Finera-Horde, donc maire de Cayenne, prend ses responsabilités. Souvenez-vous que depuis 2011-2012, elle a commencé à rencontrer les habitants, commencé à leur dire « attention, vous ne pourrez pas rester là éternellement parce qu'il y a des problèmes ». On se souvient qu'en 2012, il y a eu des émeutes quand il a fallu détruire quelques maisons qui étaient situées en zone dangereuse. Donc le maire de Cayenne a toujours pris ses responsabilités à ce niveau-là. Et la responsabilité du maire là, elle est humaine, d'accord, mais elle est pénale.
Le maire est informé que ce terrain, cette zone risque de s'effondrer peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an, peut-être dans 5 ou 10. Et le maire de Cayenne prend ses responsabilités. Il faut faire évacuer les personnes qui résident sur le Mont Baduel et elles seront évacuées. Et je dois dire qu'à ce niveau-là, depuis plusieurs semaines, nous travaillons de concert donc, avec les services de l'État. Pour cela, il y a des ateliers qui ont été mis en place parce qu'il s'agit de savoir comment on va les évacuer. La ville de Cayenne, elle, s'occupe du recensement. Nous avons fait un très très gros travail et je profite pour féliciter donc, tous les services qui concourent à ce travail. Nous avons recensé à ce jour 162 familles. 162 familles, ça représente à peu près 469-470 personnes. Et ce travail de recensement n'est pas d'ailleurs terminé. Excusez-moi de vous interrompre, Bien pardon. Justement, les familles installées dans le gymnase du collège Justin Cataillé, elles seront jusqu'à quand? Alors, il y a 61 personnes qui sont installées dans le gymnase Justin Cataillé depuis 2 mois. Ces personnes-là seront traitées en priorité parce qu'il s'agit effectivement de libérer le gymnase parce que bientôt c'est la rentrée scolaire. Et puis tout simplement parce que les gens ne peuvent pas continuer à vivre dans ces conditions-là. Nous travaillons de concert avec l'État, les bailleurs sociaux. Je peux vous dire que cet après-midi, il y avait une grande réunion à la mairie de Cayenne avec les différents bailleurs sociaux pour qu'on puisse trouver de manière très rapide quelques solutions. Et puis nous proposons aussi aux personnes qui habitent d'essayer de se faire reloger chez un proche, chez un ami, chez un parent, parce qu'il est clair que loger 161 familles d'un coup, 162 familles, eh ben, on n'a pas la baguette magique. Ça prendra combien de temps? 2-3 jours, une semaine? Écoutez, ça prendra quelques semaines, ça ne sera pas réglé en 2 jours, mais il y a déjà quelques pistes qui commencent à s'ouvrir. Alors avant de vous quitter, quelques mots de cette dramatique incendie qui a coûté la vie hier à un homme de 69 ans au sein de l'EHPAD Edmar-Labat. On sait que la mairie de Cayenne est au sein du conseil d'administration. Bien sûr, oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant qu'administrateur d'hôpital, pour essayer de régler ce problème de moyens, de sécurité au sein de cet établissement de santé? Alors ce que je peux vous dire, tout d'abord, c'est qu'au nom de Madame le maire de la ville de Cayenne et de l'ensemble de son conseil municipal, j'adresse notre sympathie à l'endroit de la famille et notre plus profonde compassion à l'endroit de la famille qui a été touchée par ce drame. Et je pense notamment à nos 2 collègues conseillers municipaux, Maryse Dupont, Christian Faubert, et à plusieurs collaborateurs de mairie, dont une sœur de ce regretté monsieur Christophe. Ceci étant dit, nous avons effectivement un conseiller municipal qui siège donc, au sein de ce conseil d'administration de l'hôpital de Cayenne, comme d'autres collectivités, comme d'autres organismes. Et c'est une situation qui est dénoncée depuis un certain temps. La situation de l'hôpital, on ne la connaît pas d'aujourd'hui. Ça fait un moment que ça dure et nous espérons malheureusement que grâce entre guillemets, bien sûr, suite à ce drame qui s'est déroulé, que l'État prendra en compte de manière plus rapide et plus efficiente, en tout cas les doléances des Guyanais, qui sont de nous donner un hôpital digne d'un hôpital que l'on trouve dans un pays dans lequel on lance une fusée toutes les 3 semaines, toutes les 4 semaines, dans un pays qui est un réservoir de richesse pour la France. Moi, j'ai un proche qui a été hospitalisé à cet endroit-là il y a quelques semaines encore, qui a 2 mois. Alors, si le personnel soignant s'en est effectivement bien occupé avec tout le professionnalisme qu'on peut lui reconnaître, mais il est clair que toutes les conditions alentour, l'insalubrité des lieux, etc., n'étaient pas très, très rassurantes. Merci beaucoup Philippe Kong d'avoir répondu à nos questions. Ce soir est justement l'hôpital de Cayenne, débrayage ce matin à l'EHPAD de l'hôpital de Cayenne après le drame d'hier. Le syndicat UTG demande plus de moyens pour le quotidien de cet établissement d'accueil des personnes âgées. Le personnel doit également faire face à l'inquiétude des familles de résidents. Écoutez Patricia Saïd, suivie d'une cadre de l'hôpital de Cayenne qui s'exprime. Face à cette situation de souffrance que ce drame engendre, parce qu'en fait, suite à ça, il n'y a aucune cellule psychologique qui a été réellement mise en place pour l'équipe et surtout pour la famille. Donc ça, on est assez révoltés par rapport à ça, et aussi parce que l'équipe est en souffrance par le manque de moyens. Nous n'avons pas les moyens de travailler comme il faut. Donc c'est ce que nous réclamons. On est obligé de rappeler les équipes quand il manque, parce qu'il n'y a pas de personnel ailleurs qui vient nous aider. Donc c'est sur l'équipe présente qu'on puise en fait. Que ce n'était pas le cas. Alors on veut simplement rappeler à la population qu'actuellement au niveau de l'EHPAD, sur l'équipe de nuit, c'est une infirmière pour les 94 résidents et un aide-soignant par étage. Quand il y a eu l'explosion, parce qu'il y a eu une explosion, le temps, parce que le personnel qui est en poste doit être sur la vigilance de tous les étages. Le temps qu'on comprenne là où le feu avait pris, parce que l'explosion
entre l'explosion et le feu, il n'y a pas eu un quart de seconde. Le temps qu'on a compris et qu'on court, on est en train d'expliquer que quand on court, on laisse les autres sans sécurité. Parce qu'en court, il faut aller sur la sécurité prioritaire. Et il a fallu faire la première chose. Quand on a vu qu'on n'avait pas les moyens, on était impuissants face à ce malheureux qui brûlait, il a fallu sauver les autres. Depuis que nous sommes assis ce matin, nous n'arrêtons pas de recevoir des familles en pleurs et qui nous disent qui peut nous recevoir pour nous donner une assurance. Je crains pour ma mère, je crains pour mon père. Qui répond à ça aujourd'hui? Il est 19h17. Merci d'être avec nous à suivre dans votre journal. Donc cette idée lumineuse en Guadeloupe, des bœufs pour ramasser les encombrants et puis l'apprentissage de la langue kalinia. Des cours sont dispensés cette semaine au musée des cultures guyanaises. C'est une annonce qu'il avait faite dans notre journal. Le député PSG Gabriel Serville se représentera pour les élections législatives de 2017. Une annonce qui a un peu surpris le secrétaire général du Parti socialiste guyanais. Écoutez. Réaction, il est tout à fait de son droit d'annoncer sa candidature comme tout candidat. Mais disons que le PSG, les instances du PSG n'ont pas encore statué sur ces questions. Nous avons à préparer notre rentrée politique. Nous avons au mois de novembre un congrès très important à préparer aussi. Et donc à l'issue, nous saurons véritablement quelle sera la position du parti. Mais pour le moment, il faut savoir que ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Y a-t-il d'autres candidatures en réserve? Non, mais comme je vous dis, pour le moment, ce n'est pas la question qui préoccupe le Parti socialiste. On a cette rentrée qui vient au mois de septembre et puis lors du congrès, mais vous aurez l'occasion, vous aurez le temps d'entendre la position officielle du parti par rapport à toutes ces questions. La charrette verte ou la charrette à bœufs en Guadeloupe, ce sont bien ces ruminants qui sont utilisés pour le ramassage des encombrants. L'idée est de faire des économies de carburant, mais surtout d'éviter de faire de la pollution. Regardez ce reportage de Linda Kayersi. Ce matin, les baroudeurs sont bien loin des compétitions de bœufs tyrans. Pour l'occasion, les équipages se sont mis au vert. Opération Bovimobile. La charrette est accompagnée déjà par le chauffeur du club et par un ou plusieurs adhérents des baroudeurs du moule. Et puis il y a deux ambassadeurs de collecte de la CNGT qui sont là pour collecter et pour voir qu'est-ce qu'ils ont mis dans les poubelles. Yes, là. Vous arrivez David, David, on va partir là, on descend dans la rue là, on va monter là, vous pouvez faire ça là, hein? Ouais, juste à nous virer là, on va virer là, ouais, là, on peut virer là, ok là, ça nous peut faire ça à pied, on peut faire, il y a quelqu'un qui l'autre charrette là, on s'appuie faire ça, nous peut faire ça, nous peut rejoindre nous là. Un itinéraire bien pensé pour collecter des emballages ménagers recyclables. Alors dans ces poubelles, c'est la bouteille en plastique, tout ce qui est carton, journaux, les boîtes en canette, tout ce qui est jus en canette. Une nouvelle façon d'améliorer la collecte sélective sur le territoire, la Bovimobile fait son effet. Quand on aime sa ville, quand on aime l'environnement, quoi de plus naturel que de participer à une action comme celle-là. Moi, je pense que c'est une bonne initiative. Et comme je viens de dire à ce monsieur-là, ça nous fait faire un retour en arrière. Enfin, pour moi, vous êtes un jeune, vous n'avez pas connu ça. Mais déjà, comme il l'a dit, il n'y a pas de gaz d'échappement. Tout est fait d'une façon naturelle. Et la plupart du temps encore, c'est convivial. Parce que moi, je suis avec lui. Tandis que quand le gars il passe avec sa machine, on n'a pas le temps. Un concept innovant et original, mis au point par la CNGT, la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre, via son service du développement durable. Ce que nous souhaitons, c'est vraiment augmenter notre performance de tri. Et on s'est dit, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'outils qui existent. Il y a des points d'apport volontaires, il y a une seconde poubelle sur certaines parties du territoire. Et ce que nous aimerions, c'est monter d'un cran et utiliser un outil qui parle aux gens. Nous sommes sur un territoire qui est rural, donc le territoire de la CNJT. Et c'est vrai que nous avons un élément patrimonial qui est très très fort et très identitaire, les bœufs tyrans.
Donc on s'est dit pourquoi ne pas utiliser ce biais-là, ce moyen-là, et allier justement patrimoine, amélioration du cadre de vie et convivialité. Le projet, à titre expérimental, doit se poursuivre jusqu'en décembre, une fois par mois, dans plusieurs quartiers du Moule. La bovie mobile, donc ça ne s'invente pas. En Martinique, le Tour d'Ailleul, côté prévention, à chaque arrivée d'étape, un village sécurité routière est là pour rappeler les dangers de la consommation abusive de bière et de rhum qui coulent souvent à flot pendant cet événement. Vous voyez ce reportage de Loïc Régis et de Guy Raphaël René. « 10h30 du matin. En attendant l'arrivée d'Ailleul au Vauclin, la fête est déjà bien arrosée. Sous ce soleil de plomb et emporté par la joie d'encourager son équipe favorite, les Verts s'enchaînent. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, n'empêche que durant le Tour d'Ailleul, il reste l'un des produits les plus consommés. Avec modération, diront certains. Oui, on consomme bien, mais avec modération. Tout là bien, quand il fait rentrer là, plutôt là bien, J'incite tout le monde à consommer avec modération, de ne pas trop boire. On peut se permettre de boire de l'alcool avec beaucoup de respect. On peut vraiment passer un bon Tour d'Ailleul sans boire d'alcool. En plus, il fait chaud, autant boire de l'eau. Alors, dites-moi, monsieur, pendant le tour, vous êtes plus eau ou alcool? Eau, mais comme là, aujourd'hui, il fait très chaud, donc ça va être alcool. Mais une petite bière, c'est pas vraiment de l'alcool. C'est quelque chose qui rafraîchit. Aujourd'hui, on ne rate pas la consommation. Là, nous n'avons pas pied, nous, mafia. Nous, on laisse ça. Ah oui, on laisse ça nouiller. Et certains s'organisent pour ne pas se retrouver en état d'ébriété au volant. Comme ce groupe d'amis du Robert. On emmène nos pilotes, hein. Il y a les pilotes avec nous. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Ceux qui boivent ne conduisent pas, donc nous sommes là, on a des enfants, on passe un bon moment avec eux, il n'y a pas de souci. Comme ça, on les laisse profiter et puis nous sommes là et on gère. La bière est la boisson la plus vendue par ce marchand ambulant, présent sur toutes les arrivées. En une journée, il peut écouler près de 100 canettes, un business rentable. Ouais, parce qu'il fait chaud, il y a plus de monde qui boit des bières que du soda ou de l'eau. Donc si la personne vient, on vend, mais bon, je ne regarde pas si ce sont des jeunes, ce sont des grands. Moi, je suis là pour vendre, c'est tout. C'est très demandé de toute génération, quoi. Donc les boissons alcoolisées, ouais, ça part assez bien. Pour faire face à cette consommation excessive, l'un des moyens de lutte reste la prévention. Sur le village du Tour se trouve le stand de sécurité routière. De nombreux accidents se produisent en marge du Tour d'Ailleul à cause de taux d'alcoolémie trop élevés. Tout simplement, ce sont des gens qui se déplacent. Ils ont soit véhicule à 2 roues, à 4 roues. Et particulièrement, c'est là, les gens sont en vacances, se lâchent un peu et boivent. C'est bien beau, il faut s'amuser. La route, on conduit, mais la route n'est pas un terrain de jeu. On a un véhicule, on a des gens en face. Et puis, sous d'autres conduites addictives. Un stand d'information présent sur toutes les arrivées. En Martinique, le carnaval, les fêtes de fin d'année et le Tour d'Ailleul sont les périodes où la consommation d'alcool est la plus élevée. Retour chez nous au Musée des cultures guyanaises cette semaine. On apprend le kalinia, l'une des langues parlées par les peuples premiers de Guyane. Grammaire, conjugaison. Vous voyez ce reportage de Jonathan Lariot qui a assisté ce matin à un cours. Regardez. Chilicho. Et ça veut dire quoi, chilicho? Étoile. Étoile. Le mot étoile n'aura jamais paru aussi étrange à dire. Et pour cause, loin des racines européennes, c'est en kalinia que s'expriment les personnes à cette table. Ilupawa amolo lapa. Okone et lapa enas. Si les phrases paraissent justes, ils sont tous des débutants dans cette langue amérindienne. Dans cet atelier, tous s'essayent à cette langue où la grammaire et les sonorités sont si particulières. Galima Charles Imeawa. Elenbo Wignandela. Et lorsque vient le moment de composer ses propres phrases, les mots manquent souvent. Est-ce que tu as des idées? Non, je croyais que tu voulais faire une phrase tout seul, oui, ça serait compliqué, mais là on a quand même des exemples. Donc il suffira de suivre ce qu'on a vu tout à l'heure et d'appliquer, on va dire. Qu'est-ce qui est plus difficile dans la langue, kalinia? Pour l'instant, la prononciation. Mais je crois que la grammaire sera assez compliquée aussi.
En 2 jours, faire le tour de la langue Kalinia est une affaire assez compliquée. Depuis déjà plusieurs années, l'association Kalalawa arpente la Guyane de ville en ville, de village en village. Leur objectif, permettre la survie de la langue Kalinia à l'oral comme à l'écrit. C'est très difficile, oui. Il y a des locuteurs, mais le plus difficile, c'est pouvoir lire la langue et l'écrire. L'alphabet Kalinia Teleweyo a été adopté en 1993. C'était le travail fait par Madame Renaud Lescure avec des habitants, je pense beaucoup d'Awalaya Limapo, des locuteurs Kalinia. Ils ont mis leur travail ensemble et puis ils ont mis en place l'alphabet Kalinia. Donc l'idéal serait que l'écriture de la langue Kalinia soit, comme on dit, normalisée, ça soit harmonisé plutôt. Avec un peu plus de 3000 locuteurs en Guyane, le Kalinia reste une langue vivante. Mais aujourd'hui, la difficulté reste d'en garder toutes les subtilités. Et pour terminer ce journal, cette image insolite, une fuite d'eau sur la place des Palmistes à Cayenne, un spectacle offert par un ouvrier qui a malencontreusement cassé un tuyau lors de la préparation des journées des peuples autochtones. Pour le moment, l'histoire ne dit pas qui payera la facture. Voilà, c'est ainsi qu'on referme cette édition. Je vous rappelle tout de suite les principales informations. Donc cette vague de migrants qui touche la Guyane depuis le début de l'année, 4000 seraient rentrés sur notre département. Le parti politique PSG a réuni ses cadres aujourd'hui. Il demande à l'État de prendre ses responsabilités, d'organiser la venue de ces migrants et surtout de renvoyer ceux qui ne peuvent pas rester dans notre département. Débrayage à l'EHPAD aujourd'hui. Le syndicat UTG a appelé le personnel à manifester contre les conditions de travail et le manque d'effectifs à la veille donc de ce drame qui a coûté la vie à un pensionnaire de 69 ans. Et puis, vous venez de le voir, l'apprentissage du Kalinia, c'est possible grâce au musée des cultures guyanaises qui propose donc d'étudier la grammaire et la conjugaison de cette langue d'un peuple autochtone de Guyane. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, le journal de BFM TV. On se retrouve demain. Bonne soirée sur ATV.